Bonjour à tous et bienvenue sur Politique et Économie avec notre invité cette semaine, Jean-Loup Isambert. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre, comment allez-vous? Ça va, merci et bienvenue à tous nos téléspectateurs. Alors Jean-Loup Isambert, vous êtes journaliste d'investigation indépendant, spécialisé dans la grande finance, l'économie et la politique. Et vous sortez l'ouvrage Que voici à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TVL, Bilan noir, l'Union européenne contre la France, publié chez Jean-Cyril Godefroy. Avant de commencer cet entretien, j'incite nos téléspectateurs, comme d'habitude, à cliquer sur le pouce en l'air et à commenter et partager un maximum cet entretien. Commençons donc avec vous, Jean-Louis Isambert. À quelques semaines des élections européennes, on va dresser ensemble un bilan de cette fameuse construction européenne. Alors, l'UE devait nous apporter la paix, la prospérité, la compétitivité et rien que pour la France, la création d'1 million d'emplois. C'est ce que nous ont promis les européistes en 1992 au moment du traité de Maastricht. Est-ce que, au global, vous pouvez nous dresser un bilan? Où en sommes-nous aujourd'hui, Jean-Louis Isambert? C'est un bilan, comme le dit le titre du livre, qui est un bilan noir, qui est catastrophique, parce que à la place, toutes les campagnes de communication qui ont été faites par l'Union européenne, et même avant l'Union européenne, sous sa forme telle qu'on la connaît aujourd'hui, de 1992-93, toutes les campagnes qui ont été faites avant pour nous vanter la supranationalité, pour nous vanter une Europe qui allait nous apporter le bonheur, la prospérité, le développement économique, etc. Les gens s'aperçoivent au bout de 74 ans de supranationalité, parce que je parle des années 50, et de 32 ans d'Union européenne à partir, disons, du traité de Maastricht de 1992, eh bien, tout citoyen honnête qui fait le point, qui réfléchit, qui se dit, mais dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi il y a quand même une question qu'il faut se poser, c'est que ces députés européens qui sont élus au suffrage universel depuis 1979, ils ont la responsabilité de la situation présente de la France. Donc la question est la moindre, l'honnêteté intellectuelle oblige, quand on se présente devant des électeurs, à dire voilà ce que j'ai fait au Parlement européen pour défendre les intérêts, pour défendre vos intérêts, pour défendre les intérêts de mon pays. Alors quel est le bilan? Et ce bilan, curieusement, tous se présentent aujourd'hui en répétant les mêmes discours, en changeant légèrement le vocable. Hier, par exemple, les communistes du PCF parlaient de démocratiser les institutions financières, de réorienter la politique de l'Union européenne. Aujourd'hui, ils parlent de reprendre la main. Les dirigeants du Front National, du Rassemblement National, pardon, qui parlaient avant de la sortie de l'OTAN et de l'Union européenne, ce n'est plus du tout à l'ordre du jour. Maintenant, non seulement ils veulent rester dans l'Union européenne, mais ils sont très discrets sur le temps, et quand la question vient à l'Assemblée nationale, ils s'abstiennent ou sont absents. Donc on voit bien qu'il y a un malaise pour parler, dans tous ces partis politiques, de leur bilan, pour parler de cette situation que les Français connaissent au jour le jour et qui se traduisent par une augmentation des difficultés, une augmentation des réglementations, une augmentation aussi de la présence de la guerre. On l'a vu avec la guerre contre la République fédérative de Yougoslavie et aujourd'hui la guerre en Ukraine, en réalité qui est une guerre contre la Fédération de Russie par Ukraine interposée. Donc tout ça, c'est un contexte qui est négatif et dont tous ces candidats aux élections se gardent bien de parler. Alors c'est quand même un constat qui est évidemment négatif. Et c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, que les gens m'écoutent ou ceux qui ont lu le livre me disent mais comment est-ce qu'on va en sortir quoi? C'est complètement affolant, mais à quoi servent nos députés quoi? Alors c'est la question aussi que je pose dans le livre, et vous avez vu que je traite chapitre par chapitre d'abord la santé, parce qu'un pays en bonne santé, un pays qui veut aller de l'avant, Alors, c'est la on va faire le détail ensemble. voilà. Jean-Loup Isambert, on va dérouler, vous inquiétez pas. Alors, j'aimerais qu'on aborde ce sujet en deuxième question. Vous parliez de la guerre en Ukraine. C'est vrai que on nous rebat les oreilles depuis des décennies avec cette ancienne l'Europe, c'est la paix. Et vous expliquez bien dans votre ouvrage qu'à vos yeux, les États-Unis provoquent des guerres militaires en Europe pour s'emparer de ces richesses
et s'y implanter. Alors comment on peut cerner cette implantation américaine aujourd'hui en Europe? Alors, je vais répondre à votre question et puis je vais vous donner une précision tout de suite. Je vais publier au mois de septembre aux éditions Culture et Racines une autre partie de cette enquête, justement, sur comment les États-Unis, depuis 1918, mais tout particulièrement depuis 1940, ont préparé un État européen que tente d'imposer aujourd'hui Emmanuel Macron avec les dirigeants de l'Union européenne. Donc ça, c'est juste pour préciser que, parce que c'est quelque chose qui a été conçu dès le départ, dans les années 40, par les dirigeants impérialistes des États-Unis, pour imposer leur hégémonie sur l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale, avec l'objectif de dire, après, on s'attaquera à la Russie. Et cette Europe, alors il faut préciser déjà que l'Union européenne, la plupart des candidats, du reste, et des politiciens qui se présentent aux élections, disent l'Europe, 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 comme si l'Union européenne était l'Europe. Il faut quand même rappeler que l'Union européenne, c'est 447 millions d'habitants, en gros, quand le continent européen en compte 835. L'Union européenne, c'est 27 pays, le continent européen, c'est 57 pays, une soixantaine de pays si on compte des territoires à côté, et avec une superficie pour l'Union européenne de 4,3 millions de kilomètres carrés à peu près, quand le continent européen fait 32 millions de kilomètres carrés, avec toute la diversité qu'a le continent européen, c'est-à-dire la richesse de ses peuples, ses cultures, des histoires complètement différentes. Quand on parle des Latins de France, d'Italie, d'Espagne, que l'on passe en Allemagne, ou qu'on va chez les Slaves, je veux dire, ce continent est une richesse formidable. Non seulement sur ces guerres américaines en Europe, Jean-Louis Zambert. Alors, ces guerres, justement, les guerres, elles servent aux États-Unis. C'est ce que j'ai traité dans l'ouvrage précédent sur lequel vous avez eu l'amabilité de m'inviter quand j'ai parlé des destructeurs, c'est-à-dire comment travaillent les États-Unis avec ce qu'on appelle les assassins économiques pour s'approprier justement les richesses de l'Europe. Alors, les richesses, c'est pas seulement les richesses du sous-sol, c'est pas seulement les richesses agroalimentaires, ça peut être des entreprises. On l'a vu avec Alstom. C'est une richesse, c'est une entreprise stratégique. Oui, vous annoncez dans votre ouvrage que la banque Rothschild prépare déjà le dépeçage de l'Ukraine. Voilà. Alors, non seulement elle prépare le dépeçage de l'Ukraine, la banque Rothschild, depuis 2016, réunit des comités dans diverses capitales européennes. Ça change selon d'année en année, et réunit des représentants des États, des représentants de grands groupes financiers, de banques, d'investisseurs. En gros, ils sont déjà en train de se répartir les secteurs rentables de l'Ukraine. C'est-à-dire que tout en faisant financer par les élus qu'ils ont portés au pouvoir en finançant leur campagne électorale la destruction de l'Ukraine, avec des fonds publics, ils sont en train de préparer de se répartir l'économie ukrainienne. Alors déjà, des grands groupes états-uniens comme Monsanto, Cargill et d'autres qui se sont accaparés près de la moitié des bonnes terres agricoles de l'Ukraine. Mais il y a également aujourd'hui, alors ce qui est intéressant, il y a un article qui est paru dans le Wall Street Journal qui explique justement que des fonds de pension, des sociétés d'investissement comme BlackRock, qui sont parmi les principaux propriétaires de la dette souveraine de l'Ukraine, aujourd'hui envisagent de réclamer, alors qu'ils s'étaient engagés à ne pas réclamer le remboursement des investissements, des avances financières qu'ils avaient faites à la demande du gouvernement des États-Unis avant 2027 ou 2029. Aujourd'hui, ils envisagent de le réclamer dès 2024, dès 2025. C'est-à-dire de réclamer à l'Ukraine le remboursement des prêts qui lui ont été faits. Parce que comme l'a expliqué l'assassin économique que j'avais interviewé, John Perkins, il a dit, Jean-Louis, il faut bien que tu expliques, parce qu'aux États-Unis, c'est pareil. Les gens croient que ce sont des dons que l'on a faits gratuits. Voilà. Alors, il me dit qu'en réalité, ce sont des prêts. Et l'essentiel pour les États-Unis, quand vous créez un conflit comme ça, c'est de créer une dette. Parce que cette dette, il va falloir, à un moment ou à un autre, que l'État qu'on a mis en état de guerre il se doit de rembourser ses dettes. C'est la moindre des choses. Et comme l'économie ukrainienne ne survit plus que par les milliards de dollars et les milliards d'euros
qu'injectent les États-Unis et l'Union européenne dans son économie, je veux dire, c'est une économie qui est prise à la gorge aujourd'hui. Donc la solution, et la banque Rothschild le dit, il l'explique très clairement dans un de ses documents, c'est de s'accaparer, elle ne dit pas s'accaparer, c'est de prendre de s'emparer des mesures que le gouvernement ukrainien va mettre en œuvre, des réformes, voilà, de manière à ce que chacun, selon les compétences et les métiers de ces sociétés transnationales, puisse prendre les secteurs les plus rentables. En gros, on a dépecé la bête et maintenant, on se la répartit. Un peu comme ce qui s'était passé en Grèce, même si c'est un petit peu différent, mais ça se passe quand même un peu de la même manière. Exactement. Vous dites aussi, Jean-Louis Zambert, dans votre ouvrage Bilan noir, que dès leurs origines, les institutions de la future Union européenne ont été créées pour assurer l'hégémonie des instituts financiers états-uniens. Alors, comment ça a été organisé rapidement ? Alors très rapidement, parce que c'est quelque chose que je vais développer dans le livre que vont publier les éditions Culture et Racines à la rentrée. Je montre justement le parcours de tous ces gens qui sont des atlantistes européens. Je parle de Jean Monnet, je parle d'Antoine Pinay, Robert Schuman, l'ancien ministre des Affaires étrangères Robert Spaak, qui étaient en réalité, qui travaillaient directement avec les services des États-Unis dès 1941-1942. Quand ils ont vu que la guerre était perdue sur le continent européen, ils ont laissé traîner la guerre jusqu'en 1944. Et les États-Unis ont financé après la mise en place d'organisations supranationales où l'on retrouve Jean Monnet, où l'on retrouve le Cercle Pinay et d'autres à coût de millions de dollars, de manière à ce que ces organisations supranationales préparent l'organisation de la future Union européenne, organisation qui a été copiée sur celle que le Troisième Reich avait prévue pour faire ce qu'il appelait la Nouvelle Europe. C'est-à-dire... Europa. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez par exemple Walter Hallstein, qui a été le premier président de la Commission européenne, qui s'appelait la Commission Hallstein, qui était l'un des juristes nazis qui avait été envoyé par Hitler avec 14 autres juristes à Rome pour préparer justement cette organisation du continent européen sous domination du Reich allemand. En réalité, il se préparait déjà dès 1941-42 à remplacer l'aigle de Berlin par l'aigle de Washington. Alors, vous expliquez bien que les objectifs ont été volontairement cachés par les pairs de l'Europe. Ces objectifs, c'était une fédéralisation, une intégration totale. Et pour preuve, aucune consultation populaire n'a été organisée concernant l'Union européenne entre 1950, le début, et 1992, le traité de Maastricht. Et donc, vous présentez aussi Jean-Louis Zambert l'UE comme une structure totalement gangrénée par la corruption. Comment s'organise-t-elle ? Alors, c'est une corruption. Vous avez vu que dans le livre, j'ai fait ça volontairement. C'est-à-dire que j'ai pris des extraits de la communication de l'Union européenne sur différents termes pour monter après quelle était la réalité qu'on trouve sur le terrain. Et une réalité qui, évidemment, est bien différente et souvent même de manière flagrante à l'opposé de la communication de l'Union européenne, au point qu'on n'est plus là vraiment dans l'information, dans la communication, mais plutôt dans la propagande. Alors, ça s'organise principalement de différentes manières. Tout d'abord, les sociétés transnationales qui ont facilité l'accès au pouvoir aux États-Unis, mais aussi dans des pays d'Europe d'Atlantis, c'est-à-dire des gens qui sont acquis à l'hégémonie des États-Unis, disposent donc au sein, non seulement en France, par exemple, de la présidence de la République, mais dans certains ministères, comme le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances et autres, de personnes qui vont favoriser les intérêts des sociétés transnationales états-uniennes, anglo-saxonnes, mais principalement des États-Unis. Et ensuite, vous avez tout le système des lobbies qui s'est mis en place. Il n'y a aucune organisation supranationale au monde qui est aussi où les lobbies occupent une telle place dans les allées du pouvoir. Alors, vous en citez un particulièrement important et offensif, c'est Business Europe. Oui, alors Business Europe, c'est l'organisation du grand patronat des pays de l'Union européenne. Et alors, justement, comme je le montre, c'est que
l'Union européenne dira, mais nous sommes transparents dans notre gestion, il n'y a pas de corruption, s'il y en a, nous la dénonçons, nous avons mis en place un registre, etc. En réalité, le registre s'y inscrit, les lobbyistes qui veulent s'y inscrire, sont quand même des dizaines de milliers de personnes qui travaillent pour des groupes de lobby des grandes sociétés transnationales, de la pharmacie, de l'agriculture, de l'automobile, etc., du transport, de l'énergie, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, tous ces gens-là, en réalité, ils se retrouvent dans des réunions, et y compris des représentants de ce lobby patronal, du grand patronat Business Europe, se retrouvent dans des commissions à huis clos, fermées, avec des représentants du Parlement européen, mais principalement des hauts fonctionnaires de la Commission européenne, pour essayer, pour favoriser des lois qui vont servir leurs intérêts privés. Et le drame, si vous voulez, c'est que ça peut exister. Et vous allez dire, mais le Parlement, c'est justement le contre-pouvoir. Pas du tout. Parce que, pourquoi ? Parce que la Commission européenne, commission de hauts fonctionnaires qui ne sont pas élus, travaille en étroite coordination avec le Conseil européen qui réunit les chefs d'État et les premiers ministres. Et l'objectif, c'est bien évidemment de favoriser les intérêts privés de ces grandes sociétés. Donc, à la limite, le Parlement européen, il va se réunir, il va déplacer des virgules, il va faire des amendements, mais si le Conseil européen n'en veut pas, il pourra faire modifier à nouveau le texte ou alors le faire abandonner carrément. Donc, oui, le Parlement européen est complètement débarrassé du pouvoir législatif. Ah, complètement. Alors, si vous voulez, parce que le Parlement européen, à ses origines, a été promu dans les années 60 par les milieux impérialistes de Washington, qui ont dit en gros aux atlantistes comme Jean Monnet, Pinet ou autres, si vous faites la supranationalité sans donner un semblant de démocratie où les peuples aient le sentiment de pouvoir s'exprimer, ça ne marchera pas. Et ils l'ont très vite compris, parce que quand ils ont débarqué en 1944 sur les plages de Normandie, ils ont débarqué avec une monnaie unique qu'ils ont voulu essayer d'imposer à la France. À l'époque, ce sont les gaullistes et les communistes qui s'y sont opposés. Après, ils ont fait la Communauté européenne de défense. Et là, il y a eu un refus, pareil, des communistes et des gaullistes, et d'autres partis aussi, qui s'y sont opposés. Et ça, c'est le vieux chantier que reprend aujourd'hui Emmanuel Macron pour essayer de l'imposer au travers de cet État européen qui serait un État complètement supranational. Mais quand vous lisez les interventions d'Emmanuel Macron, vous avez l'impression de lire les discours de Jean Monnet des années 1950, des années 60. Quelle est l'affaire la plus révélatrice en matière de corruption au sein de l'Union européenne, Jean-Louis Ambert? Il y en a beaucoup, parce qu'il y en a qui touchent des vice-présidentes, vice-présidentes du Parlement européen, d'autres qui touchent des hauts fonctionnaires de la Commission européenne. Mais il y a quand même quelque chose qui devrait toucher les Français, c'est celle des marchés de la Covid-19. Parce que, je veux dire, ce qui s'est passé, les Français sont complètement désinformés par les médias que j'appelle, moi, les médias d'influence de l'Élysée Matignon, parce qu'il faut quand même savoir que cette affaire, on le voit aujourd'hui du reste, déjà le plan de vaccination en France a été décidé en un mois par la Commission européenne, sous prétexte... sans débat. Voilà, sans débat parlementaire, sous prétexte qu'il y avait urgence. Le coût de l'urgence, ça c'est quelque chose, comme vous avez vu avec Emmanuel Macron, on a le président qui utilise le plus l'article 49.3, on n'a jamais eu un président. Le Parlement est là de temps en temps pour discuter de ce qui a été décidé à Bruxelles, mais pour le reste, ce sont des décrets, 49.3. Et tout ce qui a été fait au travers de cette affaire, si vous voulez, c'est que d'une part, les Français ne savent pas que le plan de vaccination a été décidé en un mois. Ça a commencé à se savoir parce qu'il y a des journalistes qui ont quand même enquêté là-dessus et qui ont montré comment les présidents, les dirigeants de Pfizer, l'entreprise états-unienne qui voulait lancer sur le marché les vaccins à ARN messager qui n'étaient pas encore au point, a débarqué dans les locaux quand même de l'Union européenne à Bruxelles en disant, nous, ce que l'on veut, c'est que le droit américain de la responsabilité s'applique. C'est-à-dire, vous achetez nos vaccins, vous achetez nos produits, par contre, on est déchargé s'il y a des problèmes avec. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui?
3 ans après, on voit qu'AstraZeneca est retiré du marché, on voit que Moderna est retiré du marché. Alors curieusement, Pfizer, le vaccin Pfizer n'est pas retiré du marché, mais sans doute avec la précaution qu'ont ces gens-là d'éviter peut-être des problèmes à Mme von der Leyen, qui a traité elle-même directement par-dessus le propre comité de pilotage qui a été mis en place par l'Union européenne, un marché de vaccins qui porte sur des milliards de doses et des milliards d'euros de fonds publics surtout. 35 milliards. Voilà. Et avec ce qui s'est passé, pour vous montrer quand même ce qui se passe au sein de l'Union européenne, c'est une organisation vraiment, mais presque de type mafieuse. Quand vous voyez que les présidents, Mme von der Leyen communique, alors que l'Union européenne est en pleine négociation avec des entreprises et des laboratoires privés pour ces fameux vaccins, communique par SMS, où tout le monde en a entendu parler, et puis en pleine négociation commerciale, en passant outre quand même le comité de pilotage de l'Union européenne. Et bon, il y a des députés européens qui s'en inquiètent et qui disent: mais madame la présidente, vous avez communiqué avec le président, le directeur général de Pfizer, grande société transnationale privée de la pharmacie. Nous tenons quand même à savoir quel est le contenu de ces échanges que vous avez eus avec eux, puisque vous les avez même rencontrés de manière individuelle sans même consulter le comité de pilotage. Et la réponse, alors tout le monde s'en inquiète au sein des structures de l'Union européenne. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vont se réunir les présidents de tous les groupes politiques avec le président du Parlement européen, le Belge, M. Charles Michel, et qui vont décider entre eux, à huis clos, que la présidente de la Commission européenne n'aura pas à s'expliquer devant le Parlement européen. Voilà. Tous les présidents de groupe du Parlement européen sont complices de cette opacité sur ces commandes de vaccins entre la Commission européenne et Pfizer. Exactement. Bon. On est à 9 mois, Jean-Louis Zambert. Non, pardon, on est à quelques semaines, ça sera le 9 juin, de l'élection européenne, et vous revenez évidemment sur la fameuse abstention, puisqu'en moyenne, depuis 1979, la première élection européenne, l'abstention pour ce scrutin à l'échelle du continent dépasse les 50%. Comment vous expliquez cette abstention et qui est en France de pire en pire? Oui, alors je pense que l'abstention, moi je vais faire partie des abstentionnistes, mais l'abstention va en progressant tout simplement parce que les gens font l'expérience de l'Union européenne. Et vous savez, malgré toute la propagande qui peut exister, le flot médiatique qui vient du pouvoir politique, mais aussi des médias qui sont la propriété de multimilliardaires, les gens font quand même l'expérience tous les jours, mais qu'on les a trompés. Je veux dire, quand ils voient le discours quand même de ces dirigeants, de ces députés, par exemple, de l'Union européenne ou même de M. Macron, sur l'Europe qui devait nous apporter des millions d'emplois, sur l'Europe qui devait sauver l'agriculture, sur l'Europe qui devait permettre à nos entreprises de gagner des marchés à l'export, sur l'Union européenne qui devait nous permettre de réduire la pauvreté. Mais qu'est-ce qu'ils constatent, les Français? Les Français, ils constatent qu'ils ont de plus en plus de mal à se soigner, ils ont de plus en plus de mal à trouver un emploi qualifié et correctement rémunéré. Ils ont plus les agriculteurs, n'en parlons pas, ils ont le revenu, le revenu moyen des agriculteurs est en baisse depuis 30 ans. Je veux dire, ils constatent dans la vie de tous les jours qu'en réalité, ils sont dépossédés de leur vie. Et que tout ce qu'on leur a dit comme propos, tout ce qu'on leur a dit, mais vous verrez, demain, ça ira mieux parce que c'est quelque chose de formidable. Moi, je trouve que voir ces candidats à la députation à l'Union européenne venir en disant votez pour nous, en gros, hein, c'est votez pour nous, nos idées sont les vôtres. Hein. Ils ne le disent pas comme ça, mais ils reprennent le même discours que ceux qui sont venus à la législature d'avant, de génération en génération, ils reproduisent le même discours en l'adaptant simplement à la situation, comme si le bilan n'existait pas, comme s'ils n'avaient aucune responsabilité dans la situation présente. Alors évidemment, il faut toujours trouver des échappatoires pour faire porter la responsabilité à quelqu'un. Mais eux, comme députés français, eux qui vont faire partie ces députés quand même qui vont être à l'Assemblée, au Parlement européen, mais qu'est-ce qu'ils vont faire?
Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant des décennies pour faire justement que la France devienne meilleure, comme le disaient les promoteurs de l'Union européenne? Quel est leur bilan? Et ce bilan, ils ne veulent pas en parler. Et vous avez vu que je cite justement des documents, un document interne à l'Union européenne que devraient avoir du reste, auquel ont accès tous les candidats qui se présentent à la députation, qui se présentent à l'eurodéputation et qui donnent la situation, comment la situation va encore s'aggraver. C'est un document qui est peu connu, qui a été réalisé par le système européen d'analyse politique et stratégique de l'Union européenne. Alors, c'est quand même pas n'importe quoi, parce que c'est un document qui a été élaboré, c'est un document interne à l'Union européenne, qui a été élaboré avec des représentants, avec la Commission européenne, le Parlement européen, le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et le service européen de l'action extérieure. Et donc, tous ces gens ont travaillé ensemble, et je donne des extraits à l'intérieur du livre. Je peux en donner, je vous en citer un autre rapidement. Selon les prévisions pour l'année 2030, je cite, « La crise continuera d'affecter les membres les plus vulnérables de la société, une augmentation de 45% du chômage, un risque accru de pauvreté touchant près de 130 millions d'Européens. Et l'exclusion des jeunes, dont 14 millions ne sont ni étudiants ni employés, sont autant de facteurs qui exigent l'adoption de mesures fortes. Si cela n'est pas fait, précise ce document, il pourrait exister un risque important de radicalisation sociale. » Mais comment se fait-il qu'aucun de ces candidats à la députation au Parlement européen ne cite ce document auquel il peut avoir librement accès, puisqu'il y a des députés européens qui sont déjà en place, qui sont là, et qui devraient dire « Attention, voilà ce qui se prépare. » Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Alors, vous évoquez aussi dans votre ouvrage, Jean-Louis Zambert, la place de l'euro. On se souvient, je crois que c'était le président Chirac qui nous promettait l'ouverture de nouveaux marchés grâce à la monnaie unique. Encore aujourd'hui, certains pensent que la monnaie unique nous protège des crises. Qu'est-ce que vous leur répondez à cela? Écoutez, si la monnaie unique nous protège de crise, il y a eu une grande campagne de... Je crois que la crise, elle se singularise par un facteur, c'est où les gens vivent mieux ou les gens vivent moins bien. Quel est le bilan de ces 32 années de l'Union européenne? On va prendre juste là, depuis 2009, les années 2000. En 1996, l'Union européenne comptait, sur les chiffres officiels que je donne, 25 millions de personnes qui se trouvaient en situation de pauvreté. En 2007, il y a eu un plan avec la grande communication pour sortir de la crise, pour améliorer la situation des gens. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il y a eu un plan qui s'appelle le plan Europe 2020. Et en 2016, on se retrouve avec 118 millions de personnes qui sont précarisées. En 2021, dans l'Union européenne, où on n'arrête pas d'entendre les dirigeants de l'Union européenne donner des leçons au monde entier sur les droits de l'homme, il y a quand même 19,6 millions d'enfants qui sont dans la pauvreté. En 2030, qu'est-ce que prévoit l'espace? Un risque accru de pauvreté touchant près de 130 millions d'Européens. Donc, je ne vois pas où la monnaie unique aurait permis d'améliorer la situation des Français. Alors après, on peut prendre chapitre par chapitre, si vous voulez, mais il y a un secteur qui est caractéristique du fait que cette monnaie unique n'a pas du tout permis le développement du pays, c'est la situation de l'industrie. Est-ce que nos entreprises se sont développées? On va y venir justement dans une prochaine question à l'industrie. Pour nos téléspectateurs, je rappelle, c'est marqué dans votre ouvrage, l'espace, c'est Système européen d'analyse politique et stratégique. Donc, c'est un organisme qui est interne à l'Union européenne, n'est-ce pas? Et tout à fait, qui travaille avec les principales organisations de l'Union européenne. Alors, vous allez aussi nous expliquer ce que sont les GOP, les grandes orientations des politiques économiques. Elles fixent les grandes lignes de la politique française. Et ces GOP sont élaborés chaque année par les fonctionnaires de la Commission européenne. La Commission européenne, pour rappel, c'est l'organe exécutif de l'Union européenne. C'est comme si c'était le gouvernement. Et vous dites que ces décisions des GOP permettent chaque année le détournement
de milliers de milliards d'euros de l'économie réelle au profit d'entités privées. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce détournement s'effectue? Oui, alors ces détournements s'effectuent d'une manière très simple, c'est que euh, vous avez là des places qui s'appellent des places de services financiers internationaux, qu'on appelle plus couramment places offshore, qui servent dans une multitude de transactions, principalement au travers des grandes sociétés transnationales. C'est bien évident, ce ne sont pas les artisans ou les commerçants du fin fond du Cantal, de Savoie, de Bretagne ou du Nord qui vont détourner des milliards d'euros. Et ce qui est intéressant de noter, et j'en parle dans l'ouvrage qui va paraître au mois de septembre chez Culture et Racines, c'est que dès l'origine, les organisations de l'Union européenne, dès que vous aviez eu la communauté économique européenne, vous aviez des pays qui étaient les principaux pays d'Europe qui comptaient parmi les principaux instituts financiers recourant aux places offshore. La Belgique, le Luxembourg, la France avec Monaco, l'Italie. Donc vous aviez déjà, et les Pays-Bas bien sûr, vous aviez déjà dès le départ des pays qui avaient des instituts financiers qui avaient l'habitude des pratiques de l'évasion et l'exploitation de capitaux. Après tout ça, dans le temps, avec le développement de l'économie, c'est affiné. Et puis il y a eu là-dessus aussi ce qu'on appellerait l'entreprise tout actionnaire qui a aggravé les choses, c'est-à-dire le modèle anglo-saxon, où l'on n'investit plus dans une entreprise pour favoriser son développement, pour participer à une entreprise, une œuvre humaine remarquable. C'est plus de ça qu'il s'agit. Là, on investit dans les grands groupes comme on place de l'argent sur un casino ou sur un compte pour voir le maximum, pour en tirer le maximum de profit. Donc, peu importe les conséquences, l'essentiel, c'est qu'on en tire le maximum d'argent. Et ce contexte global, ça a favorisé, bien évidemment. Alors, vous avez, avec tout ce qui s'est mis en place, parce que vous savez que, par exemple, l'évitement fiscal, ce n'est pas quelque chose d'interdit en France. Vous pouvez très bien éviter le fisc. Il suffit. Alors, je donne, vous avez vu quelques exemples dans le livre, mais vous avez des sociétés qui sont aujourd'hui spécialisées dans l'évitement fiscal, sur les places offshore, qui conseillent à leurs clients de créer. Les filiales, c'est encore trop voyant, mais il y a des trusts, il y a des fondations, il y a un tas de structures financières qui permettent d'éviter le fisc, mais aussi d'évader, de faire partir des capitaux. Ils ont même prévu les systèmes quand vous arrivez, quand vous mettez quand ces sociétés mettent à leurs clients un dispositif qui leur permet d'éviter le fisc pour arriver, par exemple, sur une fondation, au cas où il y aurait un service financier qui travaillerait sur l'évasion fiscale, qui s'intéresserait à une société donnée. Ils ont même prévu un système qui permet à cette société qui se trouve en offshore de pouvoir se rabattre sur un autre système qui font que ces fonds sont complètement opaques, insaisissables. Donc c'est toute une mécanique sur laquelle je vais revenir parce que c'est une question importante à l'entrée, où je parle justement de la manière dont ce qu'on a appelé, c'était un rapport qui a été fait du temps du Premier ministre François Fillon, qui parle justement de l'influence de ce qu'on appelle la grande finance fantôme, l'influence négative sur le développement de l'économie, justement. Alors, vous évoquez aussi 4 grandes thématiques pour démontrer le rôle de l'Union européenne sur la France, le rôle néfaste. Vous évoquez la santé, la politique agricole commune, l'industrie et l'emploi. Commençons avec la santé, dont le système s'est fortement dégradé on va dire, ces 10 dernières années, un peu plus même. En quoi l'UE en serait-elle responsable? On se souvient des politiques de Nicolas Sarkozy, de diminution des dépenses. Est-ce que c'était en lien avec ce qu'avait prévu l'Union européenne déjà? Tout à fait. C'est-à-dire que si vous voulez, les décisions qui sont prises au niveau de l'Union européenne, elles sont transposées après dans le droit français. C'est-à-dire que, au fond, quand l'Assemblée nationale se réunit, elle ne se réunit pas pour voter, par exemple, le budget de la santé en fonction des besoins des Français,
en fonction des besoins du pays. Elle se réunit, le gouvernement soumet à l'Assemblée nationale un projet de budget de santé, je prends le cas de la santé, mais c'est valable dans tous les autres domaines, un projet de budget de la santé qui correspond aux directives, aux recommandations qui ont été faites par la Commission européenne. C'est-à-dire que les députés ne vont pas débattre pour améliorer la santé des Français, ils vont débattre pour aménager la santé en fonction des décisions qui ont été prises à Bruxelles. C'est-à-dire que le gouvernement soumet à l'Assemblée un projet qui est le projet de Bruxelles, en gros, qui a été plus ou moins c'est présenté autrement, je veux dire, mais les grandes lignes directrices, ce sont celles de Bruxelles. Les fermetures de lits, par exemple, que l'on a évoquées à TV Liberté pendant la crise du Covid, c'était par exemple pas du fantasme, ça? Non, pas du tout. Et alors, vous avez par exemple, au nom de la libération des entreprises, je vais se donner un exemple. Vous avez des recommandations de l'Union européenne. Alors, ils appellent ça recommandations, mais ce sont bien des obligations. Des obligations, parce que oui. Alors ça, c'est ce qui vient de Bruxelles. Oui, ça c'est le langage des européistes. Ouais, on vous recommande, mais si vous n'appliquez pas la recommandation, attention, vous allez être sanctionné. La recommandation financière, c'est des pourcentages du PIB, c'est vraiment important, quoi, hein, si vous n'appliquez pas. Et donc, pour revenir sur la question de la santé, la Commission européenne, par exemple, avait, au nom de la libéralisation des entreprises, demandé d'intensifier les revues de dépenses de santé afin de réaliser des économies de 11 milliards d'euros sur les dépenses de santé et de faire des efforts supplémentaires pour limiter les hausses de dépenses dans ce domaine. Ça veut dire que les orientations qui sont données, c'est de réduire les dépenses de santé des Français. Et où en sommes-nous aujourd'hui, en 2023-2024, quand vous allez dans des pharmacies? Moi, je l'ai vu au fil de mon enquête en me déplaçant, vous avez des gens qui arrivent dans des pharmacies avec des maladies lourdes et longues à soigner, et le pharmacien dit oh, « non, désolé, j'ai plus le médicament ». Donc la personne dit « mais attendez, j'en ai besoin, c'est pour mon diabète ou c'est parce qu'il m'est arrivé, j'ai une maladie cardiaque, voilà ». Alors le pharmacien dit « oui, je connais, mais désolé, on n'est plus approvisionné et je ne sais pas quand on sera réapprovisionné ». Donc la personne ennuyée dit « mais vous ne savez pas si je peux le trouver ailleurs ». Le pharmacien, dans le meilleur des cas, cherche. Il dit bah non, là, il n'y en a pas non plus. Non, je ne peux pas vous dire quand on l'aura. Il faut savoir qu'en 2024, la pénurie concerne pas moins de 3000 médicaments quand même. Hein. Et vous avez, dans le même temps, les laboratoires privés pharmaceutiques qui ont réalisé en 20 ans 1000 milliards d'euros de profit, avec des brevets qui sont partis en offshore de manière à ce que ça soit vendu au plus offrant. Ça ne puisse pas forcément profiter à la société où des chercheurs ont travaillé pour mettre au point un brevet innovant qui pourrait permettre de promouvoir la recherche française. Donc, ça part en offshore et de là, ça sera vendu au plus offrant. Société des États-Unis, de Londres, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Alors, on a assisté en début d'année, on s'en souvient, à un soulèvement de plusieurs milliers de paysans. C'était au moment du salon de l'agriculture. Après 62 années de politique agricole commune, hein, la fameuse PAC, on assiste aujourd'hui à un véritable massacre de la profession. On sait aujourd'hui, et ce n'est pas non plus du fantasme, qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Comment la PAC nuit-elle à notre agriculture? La PAC, déjà, la PAC, c'est quelque chose qui est fait pour les grands possédants. Alors déjà, la PAC, c'est la principale ligne de dépense de l'Union européenne. Elle a un budget de 387 milliards d'euros pour la période 2021-2027. C'est en gros 33% du budget total de l'Union pluriannuel de l'Union européenne, qui est de l'ordre de 1100 milliards d'euros. Alors, la PAC, pour vous donner un exemple, vous avez par exemple, ce sont les grandes sociétés transnationales qui s'accaparent des millions d'hectares et qui profitent de la PAC. Et je donne des exemples dans le livre, hein, Lactalis, etc. Je donne des noms, mais vous avez un exemple vraiment qui parle. Par exemple, vous avez le domaine de 1000 voisins avec 1700 hectares de terres agricoles. C'est une propriété qui est devenue la propriété de la famille Prima à la fin des années 1980, à la suite de la propriété de 3 milliardaires.
Les résidents fiscaux sont en Suisse, ils ne contribuent pas au budget de l'Union européenne, donc, et ils bénéficient pour autant largement, puisqu'en 2019, la PAC leur a versé près de 887 933 euros d'aide, tout domaine confondu. Les 200 premiers bénéficiaires, parmi lesquels le grand secteur, les grands industriels du secteur agricole, ils reçoivent plus de 500 000 euros, alors que les 50 000 exploitants touchent moins de 1 000 euros par an de subvention. Bon, alors vous avez là-dedans, parmi les principaux bénéficiaires de la PAC, Charité bien ordonnée commence par soi-même, Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, bien sûr, qui perçoit plus ou moins 170 000 euros de subventions de l'Union européenne pour ces 700 hectares céréales, oléagineux, betteraves qui sont consacrés à l'export principalement. Donc, on est gros, on rafle un maximum de subventions, quoi. Voilà, exactement. Alors qu'on n'en a pas besoin. Non, non, parce qu'ils ont largement de quoi... l'entreprise a de quoi assurer sa pérennité, je dirais. Hein. Et alors, il y a un constat qui a été fait, et ça parle pour répondre à votre question en 3 lignes, en quelques mots. Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux a constaté en avril 2022 qu'en 30 ans, le revenu net des agriculteurs a baissé de près de 40% en France en euros constants. Dans le même temps, le nombre d'exploitations agricoles a diminué de 60%. Et alors là, vous avez aussi une autre étude qui est intéressante, dont du reste, les candidats à la députation à l'Union européenne qui sont dans le secteur agricole devraient s'en expliquer auprès de leurs électeurs. Et il y a une étude qui a été remise à la Commission agricole du Parlement européen qui s'intitule « L'avenir du modèle agricole européen, les conséquences socio-économiques et territoriales de la diminution du nombre d'exploitations et d'agriculture dans l'Union européenne », qui indique que de 2022 à 2040, l'Union européenne pourrait perdre 6,4 millions d'exploitations agricoles supplémentaires, soit un nombre restant d'environ 3,9 millions d'exploitations agricoles dans l'Union européenne, ce qui représente quand même une baisse impressionnante de 62% par rapport à 2016. Bon, voilà en gros la situation pour l'agriculture. On assiste aussi à la désindustrialisation de la France. C'est depuis 1980, malgré l'intégration européenne à partir de 92. Et pourtant, les aides de l'État français aux entreprises ont coûté 200 milliards entre 2012 et 2017. Donc, pourquoi les entreprises françaises sont aujourd'hui devenues les championnes de la délocalisation ? Oui, alors là, je vais répondre avec cette question, mais avec un regret profond, c'est que visiblement le ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, a du mal à communiquer avec le Premier ministre, M. Attal. Parce qu'il y a, même si c'était pas M. Attal le Premier ministre à l'époque, il y a un rapport très détaillé qui a été remis par France Stratégie. France Stratégie, je rappelle, c'est un service du Premier ministre qui est en réalité le secrétariat général à la stratégie et à la prospective. Donc, ce sont des gens qui sont bien placés, qui font des analyses, sont des économistes, ils étudient la situation industrielle de la France, et ils voient son développement, et à partir de là, ils dressent des hypothèses sur le futur qui nous attend au sein de l'Union européenne. Et je vais juste citer un extrait de ce rapport qui a quand même été remis à l'Assemblée nationale en novembre 2020. Et bien qu'il ait été remis à l'Assemblée nationale, vous remarquerez de ce que j'ai vu, moi, dans les interventions de candidats aux élections de députés au Parlement européen, aucun n'a cité ce rapport. Et vous allez comprendre pourquoi. Je cite le rapport. « Le recul de l'emploi industriel est saisissant. Entre 1974 et 2018, les branches industrielles ont perdu près de la moitié de leurs effectifs. Ça représente quand même 2,5 millions d'emplois. L'industrie ne représentant plus aujourd'hui que 10,3% du total des emplois. » Et ce rapport continue en précisant que la France est l'un des pays les plus désindustrialisés, dont la désindustrialisation est à la fois structurelle, artificielle et inquiétante. Et comme vous le disiez, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport, les entreprises françaises sont ainsi devenues les championnes de la délocalisation.
l'emploi des filiales industrielles à l'étranger des groupes français correspond à 62% de l'emploi dans le secteur industriel en France. C'est-à-dire que les gens qui reçoivent des centaines de milliards, près de 200, sinon plus, 200 milliards d'euros de l'État par an. Alors, c'est sous forme de prêts à la création d'emplois, de maintien ou de développement de lignes de production, d'exonération fiscale. Je veux dire, par tout un tas de dispositifs, ce sont ceux qui délocalisent, qui ferment des entreprises, réduisent l'emploi. Et l'exemple le plus flagrant, un des exemples les plus flagrants, est ceux du groupe Sanofi, qui est le PDG, M. Van Berg, était un des soutiens de M. Macron, qui a reçu, en 10 ans, cette entreprise a reçu des milliards d'euros de l'État au titre de soutien à l'emploi et à la recherche. Et sur ces 10 années, le nombre de chercheurs est passé de 6200 à un peu plus de 3000. C'est-à-dire voilà, une entreprise qui reçoit des subventions, des fonds publics pour se développer et qui en réalité diminue son potentiel de recherche. On terminera par cette question, Jean-Louis Zambert. Vous expliquez bien que la sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN ne suffiront pas pour rétablir une souveraineté totale de l'État français. Comment est-ce qu'on s'y prend alors pour avoir cette souveraineté intégrale? Oui, alors ça, c'est une bonne question parce que j'ai étudié les rapports c'est la question que je me suis posée ici, et j'ai voulu interviewer sur cette question des dirigeants de partis à qui les médias ne donnent pas souvent la parole. Il y avait bien sûr l'UPR, dont je cite des travaux, mais il y a aussi surtout Florian Philippot des Patriotes et Fadi Kassem, qui est le secrétaire national du pôle de Renaissance communiste en France. Et Florian Philippot n'a pas souhaité s'exprimer, c'est son droit. Et Fadi Kassem, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, mais comme vous le disiez, faire dire qu'on va faire le Frexit, qu'on va sortir de l'Union européenne, sans avoir la maîtrise du secteur bancaire et financier et des principales sociétés transnationales, c'est-à-dire des entreprises du CAC 40, dans lesquelles des sociétés d'investissement comme BlackRock sont présents. BlackRock est présent dans toutes les sociétés du CAC 40. C'est un peu laisser la France dans la situation, et ça c'est l'image qu'a employée le secrétaire national du pôle de Renaissance communiste en France, c'est un peu laisser la France dans l'état d'une ménagère qui irait faire son marché sans avoir son porte-monnaie. C'est-à-dire que, évidemment, vous êtes libre, vous avez la souveraineté apparente, mais vous n'avez pas la maîtrise de ce qui fait votre économie. Et c'est pour ça qu'il m'explique, il me dit, si au départ, il faut dans un premier temps que ces gens, il faut les obliger à remettre les profits des entreprises au service du développement de l'entreprise, de l'amélioration des conditions de travail et de la rémunération, et dans le même temps faire des propositions pour lutter contre les paradis fiscaux. Et alors, quand vous regardez les programmes de partis politiques différents, qui viennent d'horizons très différents, vous avez les Patriotes, vous n'avez plus le Rassemblement national maintenant, parce qu'eux trompent carrément leurs électeurs. Je veux dire, on voit maintenant, ils disent ouvertement qu'ils veulent rester dans... Ils sont un peu comme les communistes du PCF. Ils veulent réorienter la politique de l'Union européenne. Sur le temps, ils ne se prononcent plus. Donc, on voit bien que tout ça, c'est du discours... ça n'a rien à voir avec une réalité politique profonde, parce que le problème, c'est que les dirigeants de ces partis, Patriotes, Pôle de Renaissance communiste en France, UPR et d'autres, même dans des partis traditionnels qui sont opposés à l'Union européenne, il faut qu'ils arrivent à se parler, à se mettre d'accord entre eux. Alors après, une forte abstention, je pense que ça favoriserait une situation pour réclamer un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Moi, c'est profondément ce que je pense. Il faut pour ça que l'abstention soit suffisamment forte. Et pour ça, il faut faire comprendre aux gens que ce qui se décide à Bruxelles, ça leur échappe complètement. Ils vont aller voter. Bon, ils vont voter pour un candidat, par exemple, pour le Frexit. Et qu'est-ce qu'il va faire, le candidat du Frexit? Même si vous aviez sur les 71 députés français qui seront élus, 10 candidats partisans du Frexit. Dans le meilleur des cas, on leur laissera le micro pour qu'ils puissent parler. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils pourront faire pour changer la situation de la France et des Français? Rien. Alors certains me disent, oui, mais ça va nous donner une tribune, ça va nous permettre d'être reconnus, etc. Ouais. Ça, c'est une question de stratégie. Personnellement,
Personnellement, j'y crois pas parce que vous savez comme moi, Pierre, que dès qu'on touche au système, vous êtes bien placé pour en savoir quelque chose. En général, ce ne sont pas les médias qui sont financés par le pouvoir qui vont vous donner la parole. Ça sera les mots de la fin de cet entretien, Jean-Loup Isambert. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Bilan noir, l'Union européenne contre la France. Merci à vous, Jean-Louis Isambert, d'avoir répondu aux questions de TV Liberté. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air en bas de cet écran, commenter un maximum et partager cet entretien pour un meilleur référencement de TV Liberté sur Internet. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut.